personne, mais il prétend qu'on lui a demandé de jouer le jeu. Alors que vous n'êtes pas capable de convaincre 2 personnes de voter pour vous. Non, soyons sérieux. Moi, je voudrais passer à autre chose. Le fond est plus intéressant. Vraiment, vous direz un mot et puis on en sort pour aller dans le fond. Donc, la réalité, gardons même les choses aussi simples que possible. J'ai au Cameroun un peu plus de 6000 employés. Je ne suis pas certain que vous qui parlez, vous en avez un. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plus de 6000 familles qui dépendent de la décision que je prendrai ou que je ne prendrai pas. Cela me fait donc quelqu'un de plus relevant que vous. Donc, même si ce n'était qu'au nom de ces 6000 familles, même si ce n'était qu'au nom, et en plus de 6000 familles, on peut ajouter un peu plus de 400 sociétés qui dépendent d'une de mes entreprises. Donc, ce que ça veut dire, monsieur, c'est que j'ai ce qu'on appelle en anglais skin in the game. C'est-à-dire que non seulement je parle d'une économie dont je suis un acteur majeur, que vous le vouliez ou pas, mais je parle également parce que je suis né au Cameroun. Donc, l'argument qui veut que, bon, voilà, il doit se taire, il ne doit rien dire, monsieur, vous avez raté. D'accord, c'est compris. Vous l'avez fait par le passé. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Non. Merci sur la question, Ben. On va au fond, Patrick. Patrick. Mais, oui, on va au fond. Autrement, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre pour sortir de ce ping-pong. Ce que je dis, c'est sans intérêt. C'est compris. C'est votre argument, c'est votre point de vue. Tout ça, c'est vraiment sans. D'accord. C'est vraiment vraiment sans intérêt. On ne vient pas sur les plateaux pour débattre des personnes. Patrick, sur le fond. C'était au départ. Oui, sur le fond. Au départ, c'était. Sur le fond de la question. Allons-y sur le fond. On allait sortir, s'il vous plaît. Soyons plus sérieux que ça. Écoutez, monsieur Djipita Tongo, le président de la République se représente. La 8e fois. Pour la 8e fois, et certains Camerounais peuvent considérer que ça fait un peu trop. Il y a d'ailleurs de nombreux Camerounais qui considèrent que ça fait un peu trop. C'est une interrogation, c'est une réserve qui, à mon sens, c'est une réserve légitime. Parce que la question de fond, c'est pourquoi faire. Mais vous savez, quand vous avez un chef de la statue du président de la République, vous avez de la prudence quand il va préparer sa sortie. D'accord. Et ce que ça signifie, c'est que vous devez tout faire pour être autour de lui. Vous savez, dans la Bible, et je vais prendre rapidement ce raccourci, ensuite je vais en revenir à mon argument. Dans la Bible, permettez. Allez-y. Permettez, dans la Bible, quand le roi David avait pris de l'âge, il y avait beaucoup de courtisans autour de lui qui disaient « Oh, il faut que ce soit tel qui prenne le pouvoir, oh, il faut que ce soit tel qui prenne le pouvoir. » Et d'ailleurs, son fils aîné, conseillé par certains des conseillers du roi, avait pris sur lui d'initier un certain nombre de démarches. Et finalement, le roi a fini par indiquer que c'était quelqu'un d'autre. Le chef de l'État, il engage ce mandat pour mettre le pied à l'étrier des jeunes. Donc, moi, j'ai envie de dire aux jeunes Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui, le mandat qui arrive là, c'est votre mandat, c'est votre mandat. Mais c'est votre mandat, permettez, mais c'est votre mandat avec le président Paul Biya, parce que le président Paul Biya va vous donner la part belle. C'est comme vous avez arraché un gros sourire aux autres panélistes. Non, ça c'est un rire jaune. On en fait tous finalement alors. Pardon. Alex d'abord, Eric va m'excuser, Alex d'abord, et puis les autres, on passe à la question suivante. Je n'ai pas compris les institutions en fait. Bon, dites un mot. Parce que j'ai sauté. Ah, tu as sauté, tu veux revenir? Non, c'est vrai. D'avoir été oublié. Non, allons-y. C'est le ping-pong. Il faut reconnaître que les deux panélistes dès l'entame n'étaient pas avec nous. Donc ça leur donne le temps de rattraper un peu en termes de temps d'antenne. En fait, je vais dire, ce qu'on assistait là, vraiment, c'est
c'est terrible parce que il y a des fonds, il y a des questions de fond. Quand on assiste toujours, quand tu es avec le front du RDPC, on a l'impression qu'ils s'approprient l'État du Cameroun. Et c'est vraiment désolant. Ils peuvent défendre le gouvernement, c'est une chose. Mais lorsqu'on parle de la justice, lorsqu'on parle du Conseil constitutionnel, et lorsqu'on donne les tares du Conseil constitutionnel, et qu'ils ont eu tendance à défendre cette institution-là, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment indépendance des trois pouvoirs au Cameroun? Pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. S'ils défendent le pouvoir législatif, on peut dire oui, ils ont la majorité obèse. C'est un sens. S'ils défendent le gouvernement, on peut dire oui, ils sont au pouvoir exécutif. Mais quel est leur intérêt de penser qu'ils sont plus patriotes? On a l'impression. Et de défendre ce que nous appelons l'indéfendable. Il faut qu'on se le dise, ce que M. Ben a dit tout à l'heure sur Ben Modo. Il a tout à fait raison. J'ai su M. Rifouet venir nous parler de la France, pas des États-Unis, et j'ai été aberré. Parce qu'en fait, que ce soit en France ou aux États-Unis, nous n'avons pas les cas d'électeurs ne se retrouvent pas dans des domiciles privés. Les bureaux de vote ne se retrouvent pas dans des lieux privés. Il faut dire que le SDF a commis un communiqué dans lequel nous dénonçons 1153 bureaux de vote qui étaient installés dans des endroits inaccessibles, dans des endroits illégaux. Et je crois que l'ECAM, justement le DG de l'ECAM, a fait une sortie dessus. 1153 de bureaux de vote avec 500 électeurs par bureau de vote, ça représente à peu près 665 000 électeurs, qui pour nous est acquis au RDPC. Et je pense que lorsqu'on parle de ces choses-là et qu'on va parler donc des États-Unis, c'est un peu aberrant. Il faut aussi reconnaître que la question du fond, c'est sur l'indépendance des institutions judiciaires. On a l'impression que ce qu'un ministre en place va dire, le Conseil constitutionnel suit. Voilà ce que nous avons l'impression. Et c'est pour ça que M. Ben Modo ne fait qu'attirer l'attention. C'est-à-dire que lorsque un parti politique saisit le Conseil constitutionnel, la décision est déjà connue d'avance, c'est irrécevable. C'est pourquoi, pour parler des réformes institutionnelles, nous avons clairement dit au SDF, nous sommes pour le système fédéral. Nous pensons que les institutions telles qu'elles sont pensées actuellement ne sont pas bonnes. Il faudrait qu'on se dise qu'on mette sur pied des institutions plus crédibles, déjà avec l'application de l'article 66 de la Constitution, avec la révision de la loi de 1968 portant sur la nationalité camerounaise, le code de nationalité camerounaise, parce que c'est très inquiétant, de voir M. Rifouet, président du RDPC, s'attaquer à un opérateur économique qui a plus de 6 000 qui crée plus de 6 000 emplois. Ah bon, vous en avez Quel est le but? Vous connaissez les entreprises qui emploient les 6 000 Camerounais là? Même s'il emploie 6 Camerounais, et je pense que le rôle d'un État, le rôle d'un gouvernement est de capter, est de permettre, est d'attirer des richesses. Donc, venir faire comprendre que ce monsieur ne présente rien, je dis, ce n'est pas une très bonne chose. D'accord, c'est compris, c'est la question. On parle à présent de l'unité nationale de la cohésion sociale, c'est le troisième grand thème de ce soir. Benjamin, comment lutter efficacement contre le tribalisme et renforcer l'unité nationale? Quelle est l'offre de Hiram Samuel Iyodi, que vous soutenez puisqu'il est candidat, sur ces deux problématiques? Alors, comme je l'ai dit en entame, un aspect de cette unité nationale passe déjà premièrement par les retrouvailles avec nos frères du Nord, l'ensemble de nos frères, parce que c'est pas tous heureusement qui sont impliqués dans ce conflit, l'ensemble de nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais vous posez un sujet qui est revenu un peu dans l'actualité, là, celui du tribalisme, et qui fait toujours un peu mal à l'oreille pour des républicains comme nous. Qu'on en soit à l'heure où le monde a tellement d'enjeux et qu'on en soit encore réduit forcément les uns les autres à se recroqueviller dans nos villages respectifs. Je pense que la crise du Muntu, de notre regretté philosophe,
tellement encore devrait être relu dans ces temps-ci. Il y a vraiment, pour moi, le tribalisme vient d'abord de l'ignorance. L'ignorance que on peut être Bamoun et avoir des liens avec les Tika, on peut être Bassa et avoir des liens avec les Bamileke, etc., etc. Que nous sommes d'abord et surtout un peuple avec plein de mélanges. Et si nous avons un temps été dominés par des étrangers qui nous ont affectés à des identités ethniques, je ne vois pas pourquoi on se contenterait de ces identités ethniques-là. Il n'y a pas de différence entre l'ethnie suédoise, l'ethnie danoise, qui sont beaucoup moins nombreux que l'ethnie Yoruba. Pourtant, les Yoruba sont une seule partie du Nigeria. Et voilà, on peut aspirer à être des pays aussi, ou des nations aussi importantes que ces deux premières que j'ai citées. Donc, c'est d'abord l'ignorance. Et Hiram Yodi, dans son programme, accorde un point important, comme je l'ai dit, à cette conférence nationale souveraine qui est prévue en 2026, qui devra permettre vraiment de discuter sans tabou, bien sûr, de la forme de l'État, mais ensuite de faire le chemin et faire d'accepter que nous sommes une république qui va fonctionner selon des règles républicaines, au sens de, ce n'est pas, comme vous avez, on parlait de la question du Premier ministre, ce n'est pas l'origine ou tel qui a peut-être été un choix politique parce que, je ne sais pas, M. Ahidjo, au moment où il mettait en place cette préférence régionale, suivie ensuite par son successeur, avait peut-être des arguments ou sentait peut-être que c'était quelque chose qu'il fallait essayer. Mais bon, 50 ans après, ou 60 ans sûrement même à M. Ahidjo, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Il faut simplement que la nouvelle génération de Camerounais, chaque Camerounais qui naît, premièrement, ait l'opportunité de rencontrer les autres. Je veux bien comprendre aussi que quelqu'un qui a passé peut-être les 25 ou 30 premières années de sa vie dans le même village, dans le même coin, n'a pas eu l'opportunité de se déplacer, peut-être qu'il ne connaît que ce que lui offre cet environnement direct. Avec la réorganisation du système éducatif que nous prévoyons, et notamment l'inversion du calendrier pour que les vacances scolaires soient plutôt en saison sèche et pas en saison pluvieuse, on aura l'opportunité d'organiser des déplacements, des activités qui permettent des échanges entre les enfants des différentes régions et qu'on grandisse comme ça a pu se faire parfois dans certains grands centres urbains. Je suis sûr que chacun de nous ici, s'il fait un petit récapitulatif de ce qu'ont été ces classes dans lesquelles il est passé, il y avait un vrai mélange, un vrai pool de Camerounais qui se retrouvaient et qui ne se construiraient pas comme de tel village ou tel autre village. Donc, c'est d'abord et surtout une question de mieux nous connaître, d'accepter de poser sur la table de cette conférence nationale souveraine de 2026 les sujets sans tabou, et d'en sortir avec un véritable esprit républicain qui commencera à s'appliquer dès les plus hautes sphères où on ne va plus chercher les choses parce que c'est le frère de ou la sœur de, mais simplement parce qu'on travaille tous à faire naître et à faire grandir un Cameroun Rodolphe, qui nous appartient à tous. Sur la question. Vous savez, il est très difficile pour nous les enseignants de parler de tribalisme, d'ethnocentrisme et de parler de repli identitaire pour le simple fait que nous sommes dans ce jeu politique. Lorsque nous allons délibérer les examens officiels, nous refusons le mot tribalisme. Il est très mal aisé pour moi de parler de tribalisme au Cameroun parce que je n'ai jamais vu un tribalisme. Je n'ai jamais vu le tribalisme au Cameroun. J'ai 21 ans de service, j'ai toujours eu Ngefak, mon ami, Njoya, Mapouri Suleiman, Omarou Tala, mon camarade, et Ndeme Masso, un promotionnaire, parce que je pense que dans les programmes politiques du Cameroun, le tribalisme n'existe pas. Et dans le programme du PURS, nous savions que les Camerounais ne connaissent pas le tribalisme et ne connaissent pas l'ethnocentrisme parce que depuis l'état civil et chez les officiers d'état civil, les mariages se font avec toutes les communautés, d'en croire les officiers d'état civil au Cameroun. L'instrumentalisation de cet épiphénomène et les appétits non disciplinés de certains hommes politiques dont je parle aux jeunes Camerounais aujourd'hui. Et je m'adresse à chaque jeune Camerounais de savoir qu'il n'y a pas de tribalisme dans son pays. Et il y a ce qu'on aurait appelé une vie de communauté. Alors, l'état des élus a déjà été fait. Comment lutter donc efficacement contre et renforcer la cohésion sociale? Très bien. J'accepterai cette question de cohésion sociale et les renforcer. Parce que lorsque vous regardez, d'après le diagnostic posé par le PURS, nous nous sommes rendus compte que dans tout l'échiquier national du Cameroun, il y a ce qu'on appelle une répartition de l'échiquier national dans les régions du Cameroun. C'est-à-dire quoi? Lorsque je délibérais un examen officiel au Cameroun, je m'attends à voir dans un centre un seul groupe ethnique, mais dans un lycée ou dans les universités, toutes les composantes de la nation. Et nous les délibérons ces examens en tenant compte
de tous les aspects. Comment lutter contre? Vous dites? Comment lutter contre le tribalisme et la cohésion sociale? Alors, comment lutter? C'est dire plutôt aux hommes politiques d'arrêter de marginaliser la population camerounaise en parlant de tribalisme. Il y a la cohésion sociale au Cameroun. Je l'ai vu tout à l'heure au marché central. Je l'ai vu au marché Sanaga. J'ai vu la cohésion sociale tout à l'heure lorsque les enfants venaient payer leurs inscriptions. D'accord, on fait un appel aux hommes camerounais parce que les hommes politiques arrêtent de parler de tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Non, mais... Lutter contre le tribalisme et renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Écoutez, monsieur le député Tongo, il faut toujours se souvenir d'où on vient. Le Cameroun, c'est une jeune nation. Et les groupes ethniques existaient dans cette nation avant que cette entité ne s'étatise. Et ces groupes ethniques-là ne vivaient pas toujours en bonne entente. C'est pour ça qu'un certain nombre d'hommes politiques, si vous relisez leur discours bien avant l'accession du Cameroun à l'indépendance, mettaient déjà l'accent sur cet impératif de lutter contre la tentation que certains ont au repli identitaire. Mais il faut commencer par dire une chose, c'est une tendance qui est une tendance marginale, premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup d'instrumentalisation politique dans l'existence même de ce phénomène qu'il faut considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de vraiment spasmodique. Ceci étant, cela ne signifie pas qu'il ne faille pas s'investir pour continuer à juguler ces pratiques et ces représentations qui constituent une menace pour le bien vivre ensemble. Et au RDPC, le président de la République, déjà à la suite du grand dialogue national, avait mis sur pied la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme qui développe un ensemble de projets et de programmes qui visent à promouvoir davantage de cohésion sociale. Mais ce n'est pas tout. Parce que vous savez, il faut regarder les choses à la fois au niveau sociétal, mais également au niveau institutionnel. C'est-à-dire au niveau institutionnel, personne ne peut considérer qu'il y a un groupe ethnique qui serait marginalisé. Peut-être qu'on va me dire que les pygmées sont sous-représentés dans l'administration. Ça, j'y consentirais. Maintenant, pour les autres, s'il y a des chiffres, qu'on nous dise que sur la base des évidences, tel groupe ethnique n'est pas suffisamment représenté dans l'appareil institutionnel. Au niveau sociétal, vous savez, moi, ça fait à peu près 20 ans que j'enseigne aujourd'hui et je constate que dans la manière dont on attribue les patronymes aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez les patronymes, vous avez de plus en plus de patronymes qui proviennent de deux aires ethniques. C'est-à-dire, moi, quand j'arrive en 3e année aujourd'hui, quand j'ai 20 étudiants, vous en avez 10 qui sont métisés. C'est-à-dire qui vont s'appeler, je ne sais pas moi, Kamga Eyango, Rifoué Matip, ainsi de suite. Donc, dans une société où les gens se métissent à ce point, ceux pour qui il faut s'inquiéter, ce sont les tribalistes. Parce qu'ils sont dans une situation où ils vont naturellement disparaître du fait que dans 20-30 ans, les races pures n'existeront pas, donc n'existeront plus au Cameroun. Donc vous ne pourrez plus dire, moi je suis Bassa, parce que vous serez Bassa avec des ascendances Bamileke, tout pour y ainsi de suite. Merci Patrick. Alors comment lutter efficacement contre le tribalisme, renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale? D'abord, il faut comprendre exactement ce que c'est. Le Cameroun se retrouve dans une situation où le tribalisme est une réalité sociale. La réalité est que, numéro 1, la justice a fermé une nation. Numéro 2, et ça, ce numéro 1 que je viens de citer, en disant que la justice a fermé une nation, ça, M. Biya et son système le savent. Ils savent que dans un système juste, dans une nation juste,
Il n'est pas possible de faire 43 ans au pouvoir. Ils le savent. Donc, pour réussir à régner longtemps, il crée donc des outils de division. Le tribalisme est donc un outil, un instrument de M. Biya et de son système pour mieux régner. Pourquoi? Parce que M. Biya comprend très bien qu'en incitant les uns et les autres, en provoquant, en clochardisant une partie de la population ou une ethnie, en favorisant une autre, il se crée une base. Ça veut dire que le jour où un opposant venant peut-être de l'ouest ou du nord-ouest ou du sud-ouest, je ne prends que ces exemples-là, viendrait à menacer son pouvoir, les gens qui le défendront ou constitueront une base pour lui, pour la bataille, seraient des gens contre qui seraient des personnes qui vont intégrer la réalité du tribalisme. Donc il ne faut pas que les Camerounais se trompent de combat. Le Cameroun d'aujourd'hui est à l'image de M. Paul Biya. Mais dans ce jeu de responsabilité, si le cas est tel que vous le décrivez, je veux dire que en réponse aussi, il y en a qui se laissent aller à ce jeu. Non, je vous ai expliqué tout à l'heure. Regardez, M. Biya sait qu'il y a des pauvres et des clochards partout. Il a créé cette clochardisation. Vous comprenez un peu? Il sait qu'en incitant le peuple à considérer des facteurs ethniques, c'est sa protection. Parce que la minute où il va pousser quelqu'un de l'Ouest, par exemple, qui a une plainte légitime, et qui va donc se plaindre, créer une résistance de la part du monsieur Betty ou du monsieur Boulou est une protection pour monsieur Biya. Donc, ceux qui négligent la manière de faire de monsieur Biya, ce monsieur n'a pas fait dans ce pays quelque chose au hasard. Et je sais exactement de quoi je parle. Donc, le tribalisme qu'on voit et qu'on connaît aujourd'hui est simplement un instrument pour aider le pouvoir à se constituer, se préserver une base pour dire à ceux qui sont de son aire géographique que bon, voilà, ce sont les Bamileke qui veulent prendre le pouvoir, ou alors les nordistes veulent prendre le pouvoir, et les gens vont se sentir concernés dans une bataille qui ne les concerne pas. Et donc, comment lutter contre et renforcer l'unité nationale? Pardon, dites encore? Comment lutter contre et renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale? Numéro 1, le 12 octobre, le moyen le plus effectif de lutter contre le tribalisme au Cameroun, le 12 octobre prochain, que Paul Biya soit chassé du pouvoir. Ça vraiment, c'est l'étape numéro 1. Par les urnes. Parce que cela est fait par les urnes. Nous encourageons par les urnes. C'est vrai que dans mon cas, écoutez, moi je vais être très honnête avec vous. Par les urnes, je vous ai dit tout à l'heure, celui qui est juge. Et nous pensons qu'il est aussi parti. Donc, nous n'attendons absolument rien du Conseil constitutionnel. Tout ce que nous voulons, c'est que les urnes, que les Camerounais aillent aux urnes nous pointer le candidat. Quand ils nous ont pointé ce candidat, vraiment le reste va se faire naturellement. Donc, nous n'espérons absolument rien du Conseil constitutionnel. D'accord. Pour revenir à la question du tribalisme, nous disons que, bon, voilà, le responsable du tribalisme au Cameroun, c'est M. Biya, qui, en utilisant une technique de diviser pour mieux régner, comprend que
dans un pays juste, parce que rien, dans un pays juste, M. Biya n'aurait jamais fait le temps qu'il a fait. Il sait que rien n'unit un peuple que la victoire, que ce soit la victoire sportive, la victoire économique, et c'est pour ça qu'il s'arrange dans une population de 17 millions de personnes en âge de travailler. Il n'y a pas plus d'1 million d'emplois. Imaginez ce que je suis en train de vous dire. 16 millions de Camerounais n'ont pas d'emploi. La minute où des emplois seront créés et que les Camerounais auront chacun son travail, personne n'aura le temps de regarder que bon, voilà, celui-ci il sort de l'Est, celui-là il sort du Nord, celui-là il sort du Sud. Monsieur Biya entretient le tribalisme en clochardisant le peuple camerounais. Il y a quand même lieu d'interroger la source de vos statistiques, non? Comment? Il y a quand même lieu d'interroger la source de vos stats. Bon, ne prenez pas mes mots, mes paroles pour cela. Il y a un an, l'Assemblée nationale du Cameroun a bel et bien déclaré que le taux d'unemployment, dans le taux de chômage au Cameroun était de 74%. Ça, ce sont ces chiffres, ses propres chiffres. Donc, la réalité est que ce taux, en réalité, est beaucoup plus près des 96%. Donc, on clochardise une nation, on instruit, parce que vous ne pouvez pas instrumentaliser quelqu'un qui a ses moyens. Il faut attendre un décret. Il y a des gens, il va à l'école pour apprendre, il prend tous les diplômes, mais comme il compte sur un décret, il y a des choses qu'il ne pourra pas vous dire librement. Vous comprenez un peu? Ça, c'est ce que j'appelle la clochardisation. Parce que pour un instinct de survie, il est dans l'obligation de rester réservé, de vous dire A, de vous dire B, d'embellir les choses, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on rend esclave un peuple. Ce que le peuple camerounais doit comprendre, c'est qu'il n'y a qu'un seul et unique responsable au problème tribal du Cameroun. C'est compris. Il s'appelle Paul Biya. C'est compris. Et son système, son gang de 47. C'est compris, on évolue sur la crise anglophone. Le SIF, évidemment, qui en a longuement souffert, tout au moins à l'occasion des dernières élections, qu'elles soient nationales ou locales. Le SIF prétexte que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest a grandement impacté négativement ces résultats au cours de ces scrutins. Alors vous, Alex, aujourd'hui, comment lutter durablement, ou alors quelle solution durable à cette crise? Oui, mais avant ça, je n'ai pas de tribalisme, mais je souhaite quand même dire un mot. Je souhaite dire un mot dessus, parce que voilà, je vais dire que le tribalisme pour nous, c'est pour les pauvres. Le tribalisme, quand je suis d'accord avec ce monsieur Benmodo dit, en fait, le tribalisme est conçu entre une parole gouvernante. C'est conçu parce que ceux qui gouvernent le Cameroun ne sont pas des tribalistes. Ceux qui ont le pouvoir au Cameroun, on les retrouve partout. On les retrouve au sud, au littoral, au nord, l'ouest, partout. Ce sont des amis. Maintenant, c'est la basse couche, c'est la couche la plus défavorisée qui vit le tribalisme. On les fait croire qu'il y a le tribalisme parce qu'en fait, on veut se maintenir au pouvoir. C'est une arme. Et c'est pourquoi nous avons dit que dans le SDF, que face au tribalisme, il faudrait qu'on retire les références sur l'ethnicité. Il faut faire la promotion des langues locales. C'est-à-dire que si vous êtes à Douala, on peut faire ce que dans toutes les écoles dans un arrondissement, on introduit les langues locales et il faudrait aussi au niveau national faire la promotion d'une langue nationale, voir les différents linguistes pour qu'on introduise, comme au Congo, ils ont les langues nationales comme au Rwanda et ailleurs, pourquoi pas au Cameroun. Donc cela permettra de recréer le sentiment d'appartenance, d'unité sociale, d'unité nationale, ce qui a longtemps été tué par le gouvernement, l'appartenance à la souveraineté camerounaise, nous ne l'avons plus. Et c'est pourquoi la question du tribalisme, en fait, comme tantôt j'ai dit, c'est la pauvreté, parce que enfin, les gens n'ont pas d'emploi. Donc nous sommes pour le fédéralisme. Nous estimons que si dans chaque région, dans chaque État fédéral, dans chaque région, dès le 12 octobre, nous estimons que si la manne, si le budget national, le canton national est reparti, s'en va dans les localités, alors ce problème sera tué dans l'œuf. Parce que les richesses qui sont créées
sont mal répartis. On a décidé au Cameroun de dire que, écoutez, on doit embaucher tel quota de nordistes, tel quota de sudistes, tel quota de ceux du littoral, de ceux de l'ouest, et on n'a pas prôné la méritocratie. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'éducation a été concentrée. Donc, vous supprimez l'équilibre régional. C'est pas nécessaire l'équilibre régional. Parce qu'on a concentré l'éducation dans les zones urbaines. Voilà, il y a un débat tout, mais la RPI est délaissée. Donc, il faudrait ramener l'éducation vers la RPI, promouvoir l'éducation. C'est que dans ces zones-là, c'est-à-dire quelqu'un qui vit à Batsingla-Chemois, quelqu'un qui vit à Olamzé, quelqu'un qui vit à Koulfata, puisse avoir accès à une bonne éducation. D'accord, sur la crise anglophone maintenant. Bon, sur la crise anglophone, nous avons été clairs. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un parti politique qui a eu les rafales de la crise anglophone sur SDF, c'était connu plus ou moins comme étant notre bastion politique. Nous avons eu des résultats assez déplorables dans l'élection de 1998, de 2018, et nous sommes ce parti-là où notre base a été carrément délaissée de ce côté. Vous avez des populations qui n'ont pas pu prendre part au vote, et cela continue. Donc, nous avons clairement dit qu'il faut, nous sommes en mesure de mettre fin au conflit. C'est-à-dire au conflit en 100 jours. C'est-à-dire 100 jours, nous mettons fin au conflit. En 3 ans, nous avons fait une refonte des institutions. Et pendant ce temps, nous allons mettre sur pied des conditions qui vont permettre que les prisonniers anglophones, ceux qui sont actuellement incarcérés et qui n'ont pas le sang sur la main, puissent être libérés. Nous sommes clairs dessus. Enfin... J'ai reçu Joshua aussi qui disait au-delà des prisonniers de la crise anglophone, et même il élargirait aux prisonniers politiques, bien sûr. Parce qu'en fait, nous estimons que s'il faut organiser un dialogue national inclusif, un véritable dialogue national, il faut mettre des conditions pour que les gens puissent parler entre eux. Nous avons été clairs que le cas de Marafat Hamidou Yahya doit être résolu, il doit être libéré. Vous avez prisonniers du MRC comme Bouni Issac, Alain Fogué, dès le 12 octobre. Et le président aussi l'a clairement dit, cela fera partie de ces premiers décrets qu'il prendra. C'est-à-dire la libération de Bouni Issac, Alain Fogué, Marafat Hamidou Yahya. L'un de ces premiers décrets également sera le rapatriement de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo. Donc, pour cette crise anglophone, revenant donc sur la crise anglophone, on estime que le Cameroun a tellement perdu de ce côté-là, l'économie nationale a perdu, parce qu'on ne peut pas comprendre que la région du sud-ouest produit le pétrole, le gaz qui est produit là-bas. C'est énorme, mais que tout ça est rapatrié à Yaoundé. Vous avez le grand littoral, c'est-à-dire si on prend Douala jusqu'au sud-ouest, c'est plus de, je crois, 40-35% du PIB qui est pour ce côté. C'est seulement 20%. Bon, Douala, Yaoundé sud-ouest, je vais prendre cette zone-là, le littoral. Le nord-ouest et le sud-ouest, c'est 20%. J'ai parlé du littoral et du sud-ouest. J'ai été clair, précis. Allez-y, donc, nous estimons donc cette mauvaise répartition des richesses face que les conflits continuent à s'entretenir. Donc, il faudrait mieux répartir la richesse nationale. On va pouvoir changer l'ordre. Patrick Fouet d'abord sur la crise anglophone. Comment on en sort je commencerai par indiquer que la CDC, qui était le second employeur du Cameroun avant le début de la crise anglophone, avait à peu près 10 400 employés. J'ai entendu quelqu'un sur ce plateau prétendre que lui, il emploie 6 000 personnes, c'est-à-dire qu'il serait le 3e employé de ce pays. C'est extraordinaire. Je voudrais dire bravo à cet opérateur économique qui a plus d'employés dans ses entreprises que mon camarade Sylvestre Ngouchingue. C'est un exploit qui mérite d'être salué. Et vous savez, la situation de la CDC est une situation qui nous a préoccupés pendant longtemps, parce qu'effectivement, vous aviez de nombreux Camerounais qui ne pouvaient plus. Ça, c'est le constat. La question, la solution durable. Parce qu'il nous reste 20 minutes. Je vais y arriver, parce que le fait est que, effectivement, cette crise-là a entravé l'activité économique, a entraîné un déplacement massif de population, mais il faut bien voir que la situation est en train de s'inverser depuis à peu près 2022. Pour moi qui fréquente cette région-là, de nombreux établissements scolaires qui entre 1997 et 2022 n'avaient plus ouvert
ont rouvert désormais Solution durable. de nombreux. Je suis en train d'y arriver. Il faut d'abord commencer par reconnaître. L'état des lieux est connu. Oui, non, là ce n'est pas l'état des lieux. Je suis en train d'indiquer qu'il y a des choses qui ont été faites et qu'il y a un processus de normalisation. C'est sûr. Il y a un processus de normalisation et il faut féliciter le chef de l'État, il faut féliciter les forces de défense du Cameroun qui abattent un travail formidable. Parce que ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que ceux qui ont encore les armes là-bas aujourd'hui, ce ne sont pas des Camerounais, ce sont des miliciens terroristes. Et effectivement, il faut continuer à apporter la sécurité, un maximum de sécurité aux populations camerounaises. Vous savez, dans toutes les familles, il y a des divisions. Mais monsieur Dipita, si vous entrez chez vous et votre fils prend un couteau pour vous dire c'est sous la menace de ce couteau que nous allons... Non, non, mais c'est ce qui arrive, c'est-à-dire c'est sous la menace de ce couteau que vous allez céder à mes caprices, vous ne céderez pas. Parce que moi, je suis désolé, je prends encore cet exemple, qui est un exemple d'ailleurs. Le